on dialogue et tout ça, et l'émission commence en fait sur... Donc concrètement, elle aurait pu commencer au moment où je te parlais de Sors ton jouet, et que tu me disais que cette année, voilà, donc, et après, Thomas s'est foutu de nous, en mode, je vais laisser de côté. Je peux lancer l'émission, oui. Vas-y. Mais je pensais que je t'aidais, là. C'est terrible, ça, quand même. Et oui, parce qu'effectivement, on va avoir une émission qui va être riche en informations, puisque je suis avec Thibaut Tournery-Bachel et avec Salomé Neuvière, qui font partie du Manoir du Crime. Alors, pas au même titre, puisque Thibaut, toi, tu es salarié du Manoir, et que Salomé, toi, tu es intervenante à la fois en maître de jeu, au niveau du jeu de rôle, et à la fois au niveau de l'écriture même, sur les fameuses soirées du Manoir du Crime, qui est une association montpelliéraine, qui fait... Alors, si je dis 1 milliard de trucs, ça paraît toujours une exagération, mais vous faites 2-3 trucs, visiblement. Oui, effectivement, on fait quelques formats assez différents. Ouais. Alors, pour le dire de façon générique, on fait du jeu de rôle, mais dans à peu près toutes les formes de jeu de rôle qui existent. Oui, il y a pas mal de choses. D'ailleurs, même toi, Salomé, tu as pas participé qu'à un seul type finalement de jeu de rôle. Ouais, il y a eu pas mal de choses différentes. Alors moi, je suis bénévole, ça va faire bientôt 2 ans. Là, au prochain mois de janvier-février, j'ai eu l'occasion donc de me lancer en tant que maîtresse du jeu, donc en tant qu'MJ, grâce au Manoir du Crime. Et après, en maîtrisant de plus en plus, j'ai pu justement continuer donc à explorer d'autres formats, donc notamment la soirée enquête, notamment voilà, ces différentes façons d'écrire, mais finalement avec justement l'enjeu de pouvoir enquêter, que ce soit interactif en fait. Oui, puisque là, on avait, alors dans un épisode antérieur, on avait parlé avec Émilien de jeux de rôle, on avait mentionné Donjons et Dragons, mais ça s'arrête pas là, et ça s'arrête même pas en fait au jeu de rôle papier, où on va avoir notre fiche de personnage devant nous, on va jeter les dés, on a aussi pas mal de formes. Le Manoir du Crime, moi j'ai pu participer à une de vos opérations, puisqu'on y était tous les trois. C'était le soir d'Halloween, c'était le bois de la peur. Ouais, le bois de la peur et le bois de la moins peur, mais un peu peur quand même pour les plus petits. À Saint-Gély-du-Fesque, oui. Et du coup, ça c'est la ville de Saint-Gély qui globalement contacte le Manoir en disant on aimerait bien une animation. C'est comme ça que ça se passe ? Ouais, en fait, la ville de Saint-Gély, effectivement, nous a contactés déjà il y a quelques années en arrière pour faire du jeu de rôle traditionnel auprès des jeunes de la commune. Et à partir de là, en fait, c'est le conseil municipal des jeunes qui sont revenus vers nous cette année pour nous demander de faire un événement spécial pour Halloween avec eux. Et avec une demande un peu particulière, puisque là, cette fois, ils voulaient des animations plutôt orientées costumes pour se faire peur pour Halloween. Et bon, vous connaissez la suite, puisque vous y étiez dans les costumes. Donc voilà, ça a été vraiment une transition du jeu de rôle traditionnel, voilà, Donjons et Dragons et ce genre de choses-là, vers finalement une animation qui se rapproche du jeu de piste avec des comédiens en costume, où vraiment, là, on est sur un jeu beaucoup plus d'ambiance, mais c'est aussi quelque part un jeu de rôle, puisque vous étiez vous dans le rôle des monstres à leur faire peur de nuit dans le sous-bois. Donc voilà, c'est aussi ça en fait le jeu de rôle. Je crois qu'on a tous un peu perdu de voix d'ailleurs le lendemain. Moi, à force de faire des bruits de monstres et tout, j'avais le lendemain matin, j'avais la gorge bien irritée. Je vois pas du tout de quoi tu parles. J'avais une extraction de voix. Ouais. Ah oui, complètement. Puis moi, j'en avais mal au bras parce que j'avais une espèce de bout de bois que j'avais trouvé sur place où je tapais sur une branche comme certains oiseaux font de temps en temps, où on entend justement je crois que c'est Pivert qui fait ça. Ouais. Et du coup, ça permettait aux autres acteurs, actrices de savoir où moi j'étais. Mais le public ne comprenait pas en fait que c'était quelqu'un du bois qui faisait ça. C'est ça, c'est que les groupes de joueurs et joueuses, ce qui était pas mal, c'est qu'ils pouvaient se dire est-ce que c'est un bruit vraiment naturel, est-ce qu'il y a un animal qui est vraiment là puisque c'était un sous-bois qui était à disposition et tout, ou est-ce que c'était vraiment quelqu'un. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui étaient surpris de te voir finalement dire en fait c'est quelqu'un. Petite mention spéciale quand même sur le fait que tu as réussi à disparaître au point que même les autres comédiens ne savaient plus où tu étais. Oui, et ça, que tu as fait peur aux autres monstres du coup. Oui, c'est vrai que là j'étais à 3 mètres de l'entrée et non seulement le public me voyait pas, mais en plus pour le coup les autres monstres non plus, puisque quand j'ai commencé à me relever j'ai fait peur aux zombies. Mais effectivement le but du jeu c'était d'avoir du public accueilli qui était inscrit en groupe
pour traverser une forêt, récupérer au milieu de fausses bougies un cœur, donc c'était sous forme de clé, et de revenir avec l'interdiction formelle de courir, et avec des espèces de lanternes en mode assez ridicule, en mode LED, qui éclairait, on va dire, à 3 mètres à peu près. Voire moins, ouais. Voire moins, et avec une troupe d'une dizaine de personnes déguisées en monstres différents. Donc à chaque fois que vous essayez de fuir un monstre, vous tombez sur quelque chose d'autre qui potentiellement vous tombe dessus, alors que... De mémoire, en plus, ils avaient un quart d'heure. Alors en vrai, ils avaient même moins qu'un quart d'heure, ils avaient 10 minutes, parce que sur le un quart d'heure de jeu, concrètement, il y avait l'introduction, les explications et la gestion après. Ce qui paraît très peu, mais en vrai, la plupart, de toute façon, étaient trop terrorisés ou couraient sur la fin malgré les règles. Ah oui. Généralement, en fait, la moyenne sur la soirée, on était à peu près à 4 à 5 minutes de jeu en réel. Ah ouais, je m'en étais pas rendu compte. Si, ça allait très très vite généralement, parce que ils essayaient de s'échapper. Donc le début était toujours très lent, ils essayaient de rentrer discrètement, puis dès qu'ils avaient récupéré le cœur, c'était la panique. Et à partir de là, c'était la débordade. Parce qu'on a des images du sous-bois dans lequel nous étions, qui avaient été sécurisées, etc., où en fait on se retrouve de jour, ou du moins à la tombée de la nuit. Donc on y voit suffisamment, mais il faut se dire que les gens sont arrivés une fois la nuit tombée, et là pour le coup, c'est-à-dire vous avez votre espèce de lanterne et c'est tout. Hein. Oui, c'est globalement la plupart des joueurs n'y voyaient pas à plus de 3 mètres pour ceux qui ont une bonne vue. C'est ça. Donc le sous-bois a beau ne pas être très grand, en vrai ils avaient une centaine de mètres à faire, à tout casser. Mais en zigzagant au milieu des monstres et avec la pétoche, oui, c'était pas facile. D'autant plus que le manoir avait eu recours à 3 maquilleuses professionnelles, qui du coup nous avaient vraiment grimé pour le coup, que ce soit Salomé ou moi. Salomé alors c'était en Wendigo, qui a viré sur une espèce de comtesse sanguinaire, mais enfin j'étais chauve quand même. J'avais du latex pour cacher mes sourcils, j'avais du latex sur le bout de mon nez, autour de ma bouche et tout, parce que justement il fallait qu'on donne c'était ça. En fait, du Wendigo, on avait gardé le côté cannibale, où on avait l'impression qu'effectivement j'avais dévoré des gens, puisque j'avais plein de sang surtout autour de la bouche. Donc voilà, j'avais perdu mes cheveux aussi, donc c'était pas mal. 2 heures de maquillage à peu près. C'était un peu plus Oui, pour toi, je crois que c'était 2h30. Des 2h30. Je crois que c'était 2h30, moi. Entre 1h30 et 2h30 de maquillage par personne. Ça m'avait pris 1h30 à peu près pour ma part, où j'avais des cornes, j'étais habillé en une espèce de sorcier des bois, légèrement cultiste, d'après le faux symbole gravé sur mon front. Donc évidemment, c'est ton bout de bois, ça. C'est ça. C'est une espèce c'est du latex. Ensuite, on va imiter la forme de la peau, on va creuser en fait finalement cette espèce de latex en lui mettant du faux sang, comme si je me l'étais gravé. Donc évidemment, la thématique Halloween était extrêmement présente. Est-ce que c'est quelque chose, puisque typiquement le Manoir du Crime, sur son site, il y a carrément la définition de la troupe. Est-ce que chaque événement du manoir nécessite une telle préparation, on va dire, visuelle de la part des gens, ou est-ce que il y a quand même des formats qui vous permettent d'intervenir, on va dire, plus facilement? Alors en fait, oui, il y a beaucoup de formats différents, et effectivement, il y a des formats qui sont plus demandeurs que d'autres en termes d'organisation. On a des formats en fait qui ne demandent quasiment aucune préparation, on va dire, de ce type-là, en termes de maquillage, de costume. Typiquement, faire une table de jeu de rôle, ça va être de la préparation pour le scénario, avoir du coup un meneur ou une meneuse de jeu qui est préparé à intervenir auprès de 5-6 personnes. Mais voilà, ça c'est, on va dire, l'entrée facile au niveau organisation. Et après, on va avoir des événements qui, au contraire, peuvent aller même encore plus loin que ça, puisque on a des formats qui proposent, au-delà d'avoir juste des monstres ou des créatures maquillées et costumées, qui vont avoir carrément des rôles, c'est-à-dire que là, on va avoir pas seulement juste des intervenants, on va dire juste pour faire peur, on va avoir des intervenants, des comédiens et des comédiennes qui sont du coup dans des rôles spécifiques. Il va y avoir des mini-scènes de théâtre, où il va y avoir des interrogatoires de suspects, un peu comme un Cluedo grandeur nature. Donc en termes d'organisation, là on est encore sur le level au-dessus. Donc voilà, c'est
Le jeu de rôle, c'est aussi ça, c'est cette capacité à faire des choses très très simples, avec quelques bouts de papier, des dés autour d'une table, et se lancer dans l'imaginaire, et aussi savoir mettre les petits plats dans les grands, et faire des événements qui marquent vraiment visuellement, et au niveau de l'expérience, au niveau de l'expérience de jeu. Ouais, parce que du coup, on va avoir le jeu de rôle traditionnel, mais derrière, il y a notamment les soirées investigation. Depuis quelques années, j'entends parler des soirées meurtres et mystères, qui sont potentiellement deux choses encore différentes. Alors en fait, le terme soirée investigation, effectivement, c'est la grande famille dans laquelle on va dire la soirée mère, c'est la meurtre et mystère. La soirée meurtre et mystère, c'est vraiment le format phare qui a lancé les grandes activités du manoir du crime. Il s'agit, comme je le disais, d'une espèce de Cluedo grandeur nature qui, lui, va permettre de toucher un public assez large, là où une table de jeu de rôle traditionnelle, en moyenne, c'est 5 personnes en termes de joueurs. Là, on va être sur un format qui peut monter à plus de 100 personnes dans le public. Ah oui. Voilà. C'est un jeu en équipe, collaboratif. Hein. On va jouer du coup avec jusqu'à une dizaine de personnes au sein de la même équipe. Et là, on va aller à la rencontre du coup de personnages qui sont des comédiens et des comédiennes, des suspects, également des inspecteurs et des inspectrices, des assistants et des assistantes. Ce format-là, c'est le grand format. Et après, en fait, les soirées investigation déclinent ce format en version un peu plus petite. Il existe du coup la soirée du crime, qui est une version plus courte et plus punchy, on va dire, qui est un peu moins centrée sur une enquête vraiment poussée, qui va être plus en interaction, c'est-à-dire qu'on va avoir un temps un peu moins segmenté en termes de jeu, mais où on va pouvoir aller à la rencontre des suspects de façon beaucoup plus libre et interagir un peu plus avec son environnement également. Et on a la soirée enquête, qui est la soirée enquête occulte, qui est le format le plus court, et qui lui est vraiment un format déambulatoire où le but ça va être de faire un circuit tout en faisant une petite enquête. Voilà, donc c'est des formats qui s'adaptent en fonction des demandes du public et aussi de la taille du public, puisque en moyenne sur ces soirées on va de 40 à 100 joueurs selon le format choisi, le but aussi, hein. Est-ce qu'on est sur du pur loisir dans un cadre entièrement fictif, ou est-ce qu'on est également dans de la valorisation du patrimoine, par exemple auprès d'un musée, et donc on va faire de la fiction historique en respectant un cadre et ce genre de choses. Oui, puisque effectivement, ça peut être du coup vraiment une demande d'un lieu spécifique, Oui, comme un tout à musée fait, ouais. qui voudrait valoriser une exposition, quoi. Mais il y avait notamment la soirée à Loupian, Mauvaise Pioche, qui était cette année en juin, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, ouais. C'était en juin, voilà, où effectivement le scénario avait été écrit par Marielle, si je me souviens bien, où on mettait justement, il y avait eu en fait un crime, une personne, un archéologue avait été assassiné et ainsi de suite à une découverte, et il y a tout quelque chose qui tourne autour de cette découverte, et cette découverte c'était un sceau qui existe réellement dans le musée. Donc les personnes qui venaient jouer devaient donc résoudre le mystère, qui était complice, qui était l'auteur du meurtre et ainsi de suite, et à la fin avaient vraiment la liberté de pouvoir aller voir dans le musée le sceau authentique en disant ah ouais, donc c'est vraiment, donc bien sûr que l'histoire qui a été écrite autour est complètement fictive, mais par contre il y a justement ce fait de valoriser le patrimoine en disant voilà, ça rend en fait vraiment les découvertes interactives en fait. C'est au-delà du musée, il y avait notamment le Rôle Festival à Arles, où on avait donc justement plusieurs tables, de JDR à travers le musée c'est ça, c'était le musée antique d'Arles, musée bleu. Voilà, c'est ça, le musée bleu. Et là, effectivement, les joueurs donc pouvaient parcourir le musée en attendant qu'une table qu'une table se lance, pouvaient aussi continuer de visiter le musée sans s'être inscrits aux tables de JDR, et certains MJ avaient la possibilité justement d'utiliser dans leur scénario des éléments du musée, alors plus ou moins éloignés, ou vraiment, ce n'était pas que des parties de JDR, par exemple durant l'époque antique, etc. Il y avait, puisque Thibaut t'avait animé, je me rappelle, une table d'Alien, où par contre là c'était vraiment sur des transports
transport de sarcophages, si je me souviens bien ce que tu avais dit. J'étais au milieu des sarcophages antiques et effectivement, voilà. c'était... Donc sans avoir à dire, regardez, c'est ce sarcophage-là, en fait, qui est utilisé dans mon scénario, il y a juste une question de rappel, où là, effectivement, les joueurs étaient dans une situation de danger et c'était amplifié par le fait qu'ils étaient réellement entourés par des sarcophages, quoi. Donc il y a un côté vraiment intéressant là-dessus. Comme tu disais avant l'émission, enfin, le JDR, on a une image grâce ou à cause de Stranger Things où c'est des enfants ou ados qui jouent dans une cave avec des pizzas, etc. Mais en fait, ça peut être beaucoup plus large que ça. Ça permet justement de rendre un lieu, donc interactif. Enfin, les lieux culturels, c'est extraordinaire justement, que ce soit la fac de médecine de Montpellier, que ce soit des musées, c'est vraiment il y a un cadre très très riche à exploiter justement pour au service du JDR et au service du lieu également. Oui, tout à fait. Comme le zoo de Lunaret, pour mettre en avant certaines thématiques, protection de l'environnement, des animaux, etc. Donc, effectivement, ça permet aussi de travailler cette partie-là. Et il se trouve qu'effectivement, on a beaucoup parlé de costumes de maquillage. On a beaucoup parlé de façon de se présenter vis-à-vis du public. Et une des expressions qui existent dans le jeu de rôle, c'est le terme grandeur nature. Question, c'est très simple. C'est quoi la différence en fait entre les activités du manoir avec le côté, comme tu disais, Cluedo version live où on peut se balader dans le lieu, etc. Et typiquement ce qu'on appelle le jeu de rôle grandeur nature. Alors oui, c'est vrai que tout à l'heure je disais Cluedo grandeur nature, et c'est vrai que le mot grandeur nature dans le milieu du jeu de rôle, c'est un terme très spécifique qui désigne en fait une forme de jeu de rôle où on va vraiment pousser l'interaction jusque dans le réel, c'est-à-dire que les interactions sociales des personnages vont être véritablement jouées, où on va se costumer et où même les formes de combat ou d'interaction physique vont être simulées, alors bien sûr avec des armes en mousse, avec toute la sécurité que ça implique, hein, mais où on va vraiment jouer son personnage jusqu'au bout, on va l'incarner véritablement à travers notre costume. Là où c'est pas un effort qu'on va demander systématiquement nous à notre public dans les activités du manoir, puisque mine de rien, s'investir dans le grandeur nature, ça demande un costume, ça demande d'être à l'aise avec le fait de jouer son personnage. Donc voilà, ça c'est pas quelque chose qu'on va demander au public, au grand public. Nous, à la place, ce sont véritablement les comédiens et comédiennes, ou en tout cas tous les personnages que le manoir apporte, qui appartiennent à la mécanique du jeu. Là, il va y avoir vraiment un aspect grandeur nature. Mais par contre, le public vient tel qu'il est. Il est juste là pour mener l'enquête. Voilà, on vous demande pas de venir costumer et tout. Alors si les gens viennent costumer, en vrai, c'est toujours plus sympa, hein, ça ajoute, et ça c'est déjà vu. Et c'est vraiment toujours très très sympa de voir des gens se prêter au jeu comme ça et venir avec des petites touches de costume, ce genre de choses, particulièrement sur par exemple des soirées Harry Potter ou des choses comme ça. Forcément, ça invite à ce genre de choses. Et ça arrive souvent justement qu'il y ait des gens qui fassent l'effort. J'ai investi carrément pour une robe étudiant serre d'aigle sur la boutique de Warner. Et je me suis dit, c'est cher, mais je sais que je vais la ressortir souvent. Donc oui, en fait, les gens sont libres, comme tu disais, de venir et tout, mais c'est vrai que c'est un gros plus quand les gens viennent costumer, puisque ça immerge encore plus finalement. Donc c'est même eux, en fait, même quand ils sont juste du côté public, le fait de pouvoir venir costumer, ou en tout cas d'adapter sa tenue vestimentaire à l'univers ou à l'époque, etc., ça accentue justement l'immersion durant la soirée ou durant le jeu, quoi. Ça met une ambiance, ça... Ouais. Mais encore une fois, c'est pas du tout un prérequis. La majorité des joueurs viennent tels qu'ils sont. Hein, vraiment, il faut pas s'imaginer qu'il y a un frein là-dessus. Mais c'est vrai que il y a aussi des thématiques qui sont plus ou moins faciles. On va dire toutes les soirées qui sont relativement proches en termes d'époque ou de contexte par rapport à l'époque moderne, ça facilite grandement. Alors que une époque qui se passe dans l'Antiquité romaine, tout le monde n'a pas une toge romaine à la maison. Voilà. Et puis des fois c'est l'hiver. Oui, c'est une petite pensée pour tous les comédiens et comédiennes qui, comme moi, ont déjà joué un rôle en hiver de Romain. On se souvient que la fourrure c'est bien. Ah oui, d'accord. Je vois l'ambiance. Ouais.
par rapport au fait que Thibaut, tu portes un costume, pareil pour Salomé. Il y a une photo qui est apparue il n'y a pas si longtemps que ça de vous deux sur les réseaux sociaux vis-à-vis du manoir du crime, où vous étiez masqués un vendredi soir pour une soirée enquête. Ça fait très donjon suspense. On ne dira pas En l'adresse. tout bien, tout honneur, évidemment. Alors, on l'a pas publié, par contre, la photo. Non, je l'ai envoyée à Thibaut. Je dis ça, c'est pour nous, mais après, on pourra. Je l'ai envoyé, je crois, le week-end dernier, donc on pourra éventuellement rigoler et envoyer. En plus, c'était des masques, c'est ça, inspirés de ceux des Mange-Morts dans Harry Potter, si je me souviens bien. Donc, c'est vrai que on était très bien habillés. Thibaut avait mis un costard. Moi aussi, j'avais une chemise noire et tout. Donc, c'est vrai que la photo sortie de son contexte, on pourrait se demander où est-ce qu'on va. Oui, effectivement. Ça peut faire bal masqué, hein, je suis désolé, hein, on n'est pas obligé. Avec un certain thème. Tout à fait, avec un certain thème très Carnaval de Venise, mais un peu... Mais qui tourne mal. Mais qui tourne mal, oui. Voilà. Oui, alors effectivement, la soirée que tu évoques, il s'agit donc d'une soirée enquête. Alors c'est vrai que les gens ont tendance à ne pas trop connaître ce terme français. Ils préfèrent le terme anglais de murder party. Et qui est un peu finalement un format transitoire justement entre ce qu'on évoquait, le jeu de rôle sur table, où finalement on est tous autour de la table en train de parler avec des petits bouts de papier et des dés, et le grandeur nature où on est en costume à jouer. Finalement, ce format-là, c'est un format qui appartient un peu à la catégorie de ce qu'on appelle le semi-réel, c'est-à-dire où on va s'investir socialement dans les personnages, sans forcément aborder des époques ou en tout cas des contacts physiques très complexes en termes de costumes et ce genre de choses. Et surtout, c'est là vraiment par contre le format où le joueur va vraiment commencer à s'investir dans son personnage, puisque c'est quelque chose où finalement nous on intervient en tant que meneur de jeu, assistant. On est là pour garantir que le jeu se déroule correctement, pour timer les actions, ce genre de choses, et pour mettre l'ambiance. Mais ce sont les joueurs véritablement qui vont faire le jeu, puisque chacun arrive avec son petit personnage qui lui a été dédié, qui lui a été envoyé à l'avance. Donc tout le monde connaît son personnage et a ses objectifs propres et secrets. Et à partir de là, c'est un joyeux panier de crabes. Si vous avez lu du Agatha Christie, du Hercule Poirot, ce genre de choses, c'est typiquement le genre d'ambiance dans lequel on va se retrouver, où tout le monde va révéler qu'en fait, ils avaient une raison secrète, voire une identité cachée d'être là. Et à partir de là, tout le monde se met joyeusement des coups de poignard dans le dos. C'est de mener l'enquête tout en gardant un objectif, contrairement en fait par exemple au JDR ou au niveau du public où on n'a rien à cacher en tant que joueur ou joueuse. On est là juste pour obtenir la révélation finale de qui a volé, qui a tué, qui a machin. Là par contre effectivement c'est enquêter mais avec des objectifs personnels et effectivement qui sont pas habituellement très très louables quoi. Donc oui, l'enquête en réalité est juste un prétexte pour lancer la soirée et en ça. réalité à mi-soirée tout le monde a arrêté de chercher à enquêter, tout le monde essaye de sauver sa peau tout en remplissant ses objectifs. c'est exactement ça. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, la plus récente, c'est celle sur laquelle vous avez tous les deux travaillé. Toi, du coup, Salomé, tu as été à l'écriture de cette enquête et avec c'était la première fois. Thibaut qui était vraiment en supervision, parce que toi, tu as l'habitude, moi, en fait. j'ai plus l'habitude, effectivement, sur la partie game design. Et donc, du coup, j'étais à la coordination, on va dire, sur l'organisation avec du coup les personnes qui ont commandé la soirée et effectivement à la relecture du travail fait par Salomé. Je crois que ça avait commencé au mois de mai, c'est ça qu'on en avait discuté la première fois et tu m'avais dit voilà, il y a une soirée enquête qui a été commandée donc pour le 1er novembre. 10 personnes seront invitées et ils souhaitent dans l'univers de Lovecraft. C'était juste ça la base et ensuite ça a été de se renseigner tu m'avais dit que c'était un cadeau, c'est ça donc ouais, c'était pour un anniversaire. C'est ça donc et la personne qui recevait ce cadeau donc adore Lovecraft et alors n'est pas spécialement, Cthulhu, c'est pas son préféré, si on peut vraiment parler de préférence. Par contre, il adore Nyarlathotep, qui est justement donc le chaos rampant, et c'était justement de faire tout un contexte. Donc en fait, c'est vite devenu les 10 joueurs et joueuses étaient en fait des cultistes tout nouveaux qui allaient donc accueillir Nyarlathotep et tout. Donc qui est un grand ancien dans l'univers du mythe instauré par Lovecraft, c'est-à-dire des créatures dieux amorales qui, dans le meilleur des cas, viennent conquérir, dans le pire des cas, viennent tout détruire, ou on sait pas, des fois c'est l'inverse. Dans tous les cas, ça se passera pas bien pour nous. Voilà, exactement. Après, Nyarlathotep, j'ai appris, il n'aimait pas spécialement tuer, ça l'intéresse pas, lui, il veut juste rendre fou.
Ouais, Voilà. C'est très gentil de sa part. C'est très gentil. sympathique. Ouais, donc on est dans de l'investigation horreur. Comment est-ce que du coup tu t'y es pris en fait finalement pour écrire les personnages des joueurs? Alors, beaucoup de recherches. Alors, personnellement, j'aime énormément écrire sur l'histoire. Donc là, il y avait justement l'idée que ça serait dans les années 40. Les années 30 même. Donc, c'était justement d'avoir ce contexte-là historique. Donc, justement, avant la Seconde Guerre mondiale, qui est donc l'époque où se passent plus ou moins tous les récits de Lovecraft. Donc, avec vraiment une période quand même entre deux guerres où on sent que la seconde est imminente, donc assez déjà pesante. En plus, avec cette menace finalement donc monstrueuse, donc ça a été de faire des recherches donc en termes d'histoire, mais aussi en termes de la mythologie, de Lovecraft en fait. Donc tout ça, voilà, ça a été mené. Après, moi, c'était ma première écriture de soirée enquête, et c'est vrai que donc Thibaut m'avait conseillé, voilà, donc notamment dans les relations de personnages, puisque chaque personnage avait un allié et une personne à qui nuire, où en fait il y avait un schéma justement à construire où, le personnage, par exemple le personnage A devait nuire au personnage B, mais était allié avec le personnage numéro 1, par exemple. Enfin voilà, il y avait en fait une espèce de double pentagramme, m'avait laissé tout un petit Thibaut, schéma. voilà, tout un petit schéma et tout. Donc après, voilà, c'est vrai que c'était très compliqué au début dans le sens où, par exemple, sur les personnages de JDR, on a plus ou moins un squelette qu'on peut compléter au fur et à mesure. Là, par contre, même durant le temps d'une enquête, le temps d'une soirée, il fallait l'étoffer un peu. Il y en avait certains que j'avais trop étoffé, d'autres pas assez. Donc, c'est vrai que Thibaut, voilà, m'avait conseillé et après avait rééquilibré justement au fur et à mesure. En fait, il fallait qu'ils aient un secret, il fallait qu'il y ait des interactions entre eux. Donc, c'est vrai que c'était un gros travail d'écriture pour le coup. Donc, la recherche autour, j'avais pu la mener plus ou moins seule, mais c'est vrai qu'après, adapter en fait un profil chez quelqu'un, parce que pareil, il faut pas que ce soit trop long et complexe, parce qu'il faut que la personne retienne, le profil qu'il va incarner, puisque nous, on a travaillé dessus pendant des mois. Par contre, eux ont eu leur profil une semaine avant la soirée. Donc c'est vrai que c'était compliqué. Le pentagramme, il le voit pas. Absolument pas. Tout à fait, ouais. Et c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations à retenir. Et alors on avait trouvé justement la méthode d'imprimer une espèce de livret et qu'ils aient un résumé de leur personnage justement, mais assez bref. Donc voilà, il y a beaucoup de travail même pour les personnes qui viennent participer finalement. Effectivement, oui, c'est là où on va avoir une grosse différence avec l'escape game typiquement, où là pour le coup, on vient élucider en fait l'énigme d'une pièce, mais sans nécessairement incarner un rôle nous-mêmes. Ouais. On nous met plutôt dans l'ambiance que effectivement dans un rôle spécifique plutôt qu'un autre. Et justement, pour terminer très rapidement, le manoir du crime, on le retrouve où ? Alors, le manoir du crime, physiquement, on le retrouve derrière la gare Saint-Roch à Montpellier, 6 rue Henri-René. Et sinon, en fait, les activités du manoir, vous nous retrouvez un petit peu partout parce qu'en fait, on est assez mobile. En fait, le local associatif, c'est à la fois le lieu de travail et également d'accueil pour les activités internes de l'association. Mais nos activités, on les fait beaucoup en extérieur. Très honnêtement, vous pouvez nous retrouver de Nice jusqu'à sur un peu toute la côte sud et le plus loin qu'on soit allé dans l'intérieur des terres récemment, ça a été quand même au Puy-en-Velay. Donc voilà. Après, on est vraiment quand même très centré sur la région de Montpellier et alentour, et particulièrement des partenariats avec la communauté autour de Sète, donc les Tantos et tout ça. Voilà. Alors en tout cas, merci beaucoup Salomé, Thibaut, pour votre présence et pour nous avoir un petit peu expliqué tout ça. Merci à toi. Merci à toi. Je pense qu'on se retrouve très bientôt. En attendant, je vous souhaite une superbe fin de journée. À bientôt.